Ok, alors est-ce que vous vous êtes déjà senti inspiré en regardant un paysage? En fait, dit comme ça, c'est peut-être d'une évidence assez bête, mais on ne se doute pas de la puissance des détails d'un beau paysage. Ça peut être prendre de la hauteur et observer la ville et ses routines afin d'en tirer quelque chose, gratter des croquis ou écrire, ou encore se placer en forêt ou même en montagne pour se sentir inspiré par la puissance de la nature et là aussi en sortir quelque chose d'unique. Et en suivant cette idée, c'est observer les dunes pour un certain Frank Herbert qui va lui permettre de révolutionner à tout jamais l'histoire de la science-fiction. Une dune de sable est une sorte de fluide qui met plus de temps à se déplacer. Elle crée des vagues qui, vues du ciel, sont analogues à celles d'une mer. Une mer au ralenti? Oui, exactement. En 1959, l'auteur, alors âgé de 39 ans, sait qu'il a envie de traiter de sujets qui lui traînent dans la tête. Il avait déjà fait avec notamment The Dragon in the Sea, un livre qui relatait dans un contexte plus réel que celui de Dune l'impact d'une guerre pétrolière, mais même si celui-ci a plu et a un peu fonctionné, il n'était pas allé au bout de tout ce qu'il avait dans la tête. Pour que ça arrive, il va falloir que notre cher Herbert se penche sur un phénomène qui a fortement inquiété la ville de Florence, dans l'Oregon aux États-Unis, lors des années 1920. Florence a connu à cette période-là une très grosse problématique lorsque les dunes de l'Oregon se sont déplacées à cause du vent et ont commencé à ensevelir des voies ferrées, la surface des rues et même des habitats. Cette crise a conduit à la plantation d'Oya dans les côtes orégoniennes pour empêcher le vent de déplacer le sable et donc de tout engloutir sur son passage. C'est en voulant se pencher sur tout ça, sur cet épisode-là, que Frank va explorer les dunes de l'Oregon et approfondir ses recherches pour y faire un article. Finalement, il avait beaucoup plus de documentation qu'il le fallait et ne publiera jamais son article. Mais il ressortira de cette exploration avec une pièce, la pièce finale, celle qui lui manquait pour réellement permettre à ses idées et à son imaginaire de créer quelque chose qui va laisser sa trace. Et ce quelque chose, c'est Dune. Une œuvre à l'impact colossal qui a traversé les époques avec une adaptation en 84, mais surtout une en 2021, dirigée par Denis Villeneuve. Sauf qu'avant ces deux adaptations-là, il y a eu déjà des tentatives précédentes pour permettre à l'œuvre de Frank Herbert de réellement prendre vie sur grand écran. Sauf qu'en fait, les réalisateurs et les producteurs qui voulaient adapter Dune ne le savaient pas, mais ils avaient en face d'eux une œuvre qui a longtemps été considérée comme étant tout simplement inadaptable au cinéma. Et c'est dans ça que j'ai envie de vous plonger aujourd'hui. C'est dans toutes les tentatives d'adaptation de Dune au cinéma qui ont lamentablement échoué pour diverses raisons, mais qui ont quand même toutes une histoire assez folle, je trouve, à raconter. Donc c'est parti, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Dune a longtemps été considérée comme une œuvre tout simplement impossible à adapter au cinéma, pourquoi les réalisateurs qui voulaient porter un projet Dune avant David Lynch ou encore Denis Villeneuve ont lamentablement échoué, et surtout quelles sont les histoires derrière ces projets inachevés, parce que pour le coup, c'est plutôt passionnant. Et bien c'est tout simplement ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Chromique. Générique. Bon, du coup, pourquoi Dune, c'est inadaptable en fait? Déjà, je vous propose de replanter le contexte. Dune, c'est le nom qu'on donne à la planète Arrakis, une planète aux températures très lourdes, mais surtout où l'eau est une denrée extrêmement rare. Néanmoins, même si elle fait pas rêver comme ça, la planète est sans doute l'une des plus importantes car elle est le lieu de production de l'épice, une substance précieuse qui confère à l'homme des capacités absolument incroyables. Bref, beaucoup de vertus qui fait d'Arrakis une pièce hyper importante économiquement et politiquement parlant. Elle est donc devenue un lieu très prisé et être à la tête du pouvoir de celle-ci est forcément au premier abord très avantageux. Au moment où on plonge dans l'aventure Dune, le contrôle d'Arrakis est attribué à la maison Atréide, dirigée par le duc Leto, le père du personnage principal, Paul Atréide. Sauf qu'on va le voir plus tard, mais ce cher Paul, en fait, il est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire, car il pourrait être l'élu d'une prophétie aux implications vastes et complexes. Le livre, enfin surtout la saga, traite de nombreux sujets, comme par exemple le complexe du Messie, ou aussi appelé le complexe du Sauveur, qui désigne une personne qui est persuadée d'être une sorte d'élu au-dessus des autres, qui détient la vérité et surtout a la capacité et le devoir d'être un sauveur. Bref, vous l'aurez plus ou moins compris si vous vous êtes déjà intéressé de près ou de loin à l'œuvre d'Herbert, mais c'est une pièce de fiction tout simplement immense. C'est hyper profond et en plus de ça, je parle même pas des messages abordés qui, pourquoi pas, pourraient carrément être l'objet d'une vidéo à elle toute seule en fait. Cet univers fictif si complet ayant son propre vocabulaire semble si concret
secret est palpable, qu'à sa découverte, on a l'impression d'être plongé sans armes dans un endroit totalement inconnu. Mais au fur et à mesure de la lecture, on devient peu à peu familier avec tout cet univers, et on comprend alors à quel point Dune est une prouesse impressionnante. Mais donc du coup voilà, c'est hyper compliqué, c'est très complexe, c'est même parfois une œuvre qui peut sembler indomptable si jamais t'es pas suffisamment concentré lorsque tu la lis, et de ce fait, forcément, quand Dune va vouloir être adapté au cinéma, on va voir ça plutôt comme un gros challenge, tant ça paraît irréalisable en fait. Dans les années 70, des réalisateurs ont eu envie d'adapter Dune au cinéma, mais c'est qu'à partir de 1974 que les prémices d'un premier projet Dune qui soit réellement avancé vont avoir lieu. Et ça, c'est en partie grâce à des producteurs français, Cocorico, Jean-Paul Guibon et Michel Seydoux, qui vont s'entretenir avec un réalisateur avec qui ils veulent absolument travailler, Alejandro Jodorowsky. Ou alors, comme dit à la française, Alejandro Jodorowsky, vous l'appelez comme vous voulez, on va partir sur Jodorowsky, c'est beaucoup plus stylé. Que pour les caméras. Jodorowsky, c'est un personnage particulier, très particulier. Il a des controverses au cul qui sont plutôt méritées, on va y revenir, mais il est acclamé parce qu'il s'agit d'une figure très proche du cinéma surréaliste. Il a réalisé des films qui frôlent de très près cette catégorie-là, et c'est cette étrangeté dans les œuvres du réalisateur franco-chilien qui vont plaire au public. Et c'est d'ailleurs ça qui va pousser le millionnaire Michel Seydoux à aller passer un petit coup de fil comme ça, en mode « Ok Alejandro, j'adore ce que tu fais, c'est super, je produis ton prochain film, qu'est-ce que tu veux que ce soit ?» D'accord, alors ce sera Dune. Par contre, il faut avoir fait autre chose avant de vouloir adapter une œuvre au cinéma. Genre c'est la lire quoi. Ouais, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à mieux cerner quel type de personne est Alejandro Jodorowsky, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas lu le livre. Il le révèle dans un article de Métal Hurlant en 1985, un article entièrement dédié à ce projet Dune n'ayant jamais vu le jour. On peut y lire qu'Alejandro, s'il fait un film sur Dune, c'est parce qu'il a reçu l'appel d'une divinité dans un rêve, qui lui a dit « Ton prochain film doit être Dune ». Et du coup, ce matin-là, il s'est réveillé en panique et s'est empressé d'aller à la librairie dès 6h du mat, en attendant l'ouverture de celle-ci pour acheter son exemplaire de Dune. Bon, maintenant que ce petit détail est réglé, on devrait pouvoir commencer à mettre le projet sur le chantier, youpi. Jodorowsky va alors écrire sa vision de Dune, se réapproprier totalement l'univers et les personnages mis en place par Herbert, et contactera Jean Giraud alias Mobius, un dessinateur français de bande dessinée qui sera au storyboard et qui va donc faire vivre le scénario d'Alejandro à travers tous les plans qu'il va dessiner pour le film. Et ceux qui ont pu lire ce storyboard qui vraiment est juste immense, regardez-moi la taille de ce truc, ont été d'accord avec une chose, c'est que si jamais le film sortait tel quel, alors dans ce cas il serait un chef-d'œuvre de l'histoire de la science-fiction au cinéma. Pour le rôle de Paul, Jodorowsky prendra son fils, Brandy Jodorowsky, qui a déjà joué dans un film de son père. Mais sauf qu'Alejandro, il voudra vraiment que son fils soit Paul Atreides. Mais genre pour de vrai, regardez ce qu'il déclare dans l'article que j'ai précédemment cité. Mon fils Brontis, qui devait jouer Paul, a été initié dès l'âge de 9 ans par un garde du corps légendaire, Jean-Pierre Vignon, au karaté, à l'art du tir à l'arc et au combat au couteau, entre parenthèses, des vrais combats. Le boug est taré. Pour sa version de Dune, le réalisateur va imaginer le personnage de l'empereur dans une version complètement folle. Il vit sur une planète artificielle d'or, dans son palais d'or construit selon les non-lois du nantilogique. Il vit en symbiose avec un robot identique à lui. La ressemblance est si parfaite que les citoyens ne savent jamais s'ils sont en face de l'homme ou de la machine. Pour ce rôle, il ne verra personne d'autre que le peintre Salvador Dali, qui sera donc approché et qui acceptera de jouer dans le Dune de Jodorowsky, à condition d'être l'acteur le mieux payé d'Hollywood avec $100,000 par heure. Et avec un Dali dans les pattes, forcément le projet Dune commence un peu à changer suite aux exigences de l'acteur, qui déjà ne veut pas lire le scénario pour jouer son personnage, jugeant que les idées qu'il a seront meilleures que celles écrites sur le script, mais il a aussi eu une idée brillante que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette vidéo, car je cite toujours dans cet article de 1985, il veut filmer à Cadaqués et utiliser comme trône un WC composé de 2 dauphins entrecroisés. Les queues formeront les pieds et les 2 bouches ouvertes serviront l'une à recevoir le pipi, l'autre à recevoir le caca. Dali pense que c'est d'un horrible mauvais goût que de mêler le pipi et le caca. Plus tard, il sort d'une poche le dessin du WC, fait avec les 2 dauphins. Il est absolument nécessaire de voir l'empereur faire pipi
pipi et caca. Des déclarations émouvantes. Finalement, alors qu'il était prévu pour plus de temps d'écran, l'esprit taré de Dali forcera Jodorowsky à le réduire considérablement dans le film s'il veut pouvoir le faire. La liste d'exigences s'allongeant et l'ego du monsieur étant indomptable. Jodorowsky a jugé bon de raccourcir l'apparition du peintre à seulement 3 minutes de temps dans le métrage, et ensuite faire les autres apparitions avec la réplique de Salvador qui sera moulée sur son visage, afin de créer le robot identique à l'empereur cité précédemment. Ils ont alors dit à Salvador, tu vas être payé 100 000 $ par minute utile, et en plus à la fin du tournage, tu vas pouvoir récupérer ta réplique pour ton musée. Et ben là forcément, l'ego du monsieur est gonflé, il va accepter, et donc pour 3 minutes utiles, il pourra recevoir 300 000 $. Et tout ce que je dis depuis le début, toutes ces solutions face à ces problèmes, ces investissements au point de faire combattre son enfant de 9 ans avec des vrais couteaux, ça montre un truc. C'est qu'Alejandro, déjà, n'a pas l'air d'être un très bon père, hein. Néanmoins, il est dévoué comme il ne l'a jamais été. Avec Dune, il pensait avoir entre ses mains plus qu'un film. C'était une révolution cinématographique absolue. Il devait y avoir un avant et un après Dune. Il devait être ce qu'a été Star Wars à sa sortie, mais avec plus d'avance et en plus poussé. C'était une véritable vision du futur et Alejandro est prêt à tout pour qu'il voie le jour. Si Paul Atreides est un messie dans Dune, alors le Dune de Jodorowsky était censé être un messie pour le monde du cinéma. Et alors que toute la pré-production du projet semble être plus ou moins terminée, l'étape maintenant va être de trouver une société de production qui acceptera de distribuer et financer une grosse partie du film. Sauf que si c'est si parfait pour Alejandro Jodorowsky et son équipe, eh ben ça ne l'est absolument pas aux yeux des studios qui vont refuser de s'investir dans le projet. Il est beaucoup trop ambitieux et c'est ce qui va tout simplement venir le flinguer. Nous sommes dans les années 70 et la singularité de Dune est beaucoup trop audacieuse pour les studios qui, à ce moment-là, ne se sentait pas d'investir des millions pour un projet de science-fiction aussi étrange. Le film, il était vraiment bizarre, il sortait beaucoup trop des codes. Vous allez vite comprendre, mais entre les effets spéciaux ambitieux de fou, les alternatives qu'il allait falloir trouver afin de repousser les limites technologiques de cette époque, et la durée qui était voulue par le réalisateur, eh ben ça commence à faire beaucoup. Et donc forcément, si ça commence à faire beaucoup, eh ben ça commence à coûter bonbon aussi. Parce que ouais, regardez, on en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est le storyboard de Dune. À votre avis, une brique comme ça là, c'est un film d'1h30 ? Non. C'est un film de 2h alors ? Non plus. On va continuer, on y est presque. Alors ça doit être un film de 3h ? Non. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais non, du coup, c'est ni un film de 2h, ni un film de 3h. Alejandro Jodorowsky voulait un film de plus de 10 heures. Voilà. Et en fait, c'est logique, au vu du colosse qu'est le matériel de base. C'est impossible d'adapter un film d'1h30 ou de 2h l'intrigue du livre. C'est tout simplement pas possible. Et c'est donc ici que va s'arrêter le projet d'une vie pour Jodorowsky, et il déclarera dans le numéro 107 de Métal Hurlant, toujours « J'ai aimé me battre pour Dune, on a gagné presque toutes les batailles, mais on a perdu la guerre. Le projet fut saboté à Hollywood, il était français et non américain. Son message n'était pas assez Hollywood. Le storyboard a circulé parmi les plus grands studios. Plus tard, l'aspect visuel de Star Wars ressemblait étrangement à notre style à nous. Pour faire Alien, on a appelé les gens de notre équipe. Le projet a signalé aux Américains la possibilité de réaliser des films de science-fiction à grand spectacle et hors de la rigueur scientifique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le projet Dune nous a changé la vie. Quand on ne l'a pas fait, O'Bannon, qui allait s'occuper des effets spéciaux et qui s'était beaucoup investi dans le film, est entré dans un hôpital psychiatrique. Après, il est revenu à la lutte avec rage et a écrit des scripts. 12 lui furent refusés et le 13e fut Alien, un classique du cinéma. Comme lui, tous ceux qui ont participé à la montée et à la chute du projet Dune ont appris à tomber 1 et 1000 fois, avec obstination farouche, jusqu'à apprendre à se tenir debout. Si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce projet Dune par Jodorowsky, je peux que déjà vous conseiller d'aller jeter un œil à l'article de 1985 qui en parle, mais aussi jeter un coup d'œil au superbe documentaire Jodorowsky Dune. C'est vraiment un documentaire hyper intéressant, hyper passionnant. C'est d'ailleurs ce documentaire en fait qui m'a montré comment je voulais axer ma vidéo. Même si j'avoue, il y a quand même eu, à partir d'un moment, quelque chose qui m'a dérangé, et on va vite fait revenir dessus d'ailleurs. On va ouvrir une petite parenthèse. Quand on fait un film, il ne faut pas respecter le roman qu'on adapte. C'est comme un mariage. Votre femme est là, toute de blanc vêtue, mais si vous la respectez, vous n'aurez jamais d'enfant.
Il faut lui déchirer sa robe. Allez, monsieur Randro, on va y aller. On va y aller. Merci pour les travaux, mais maintenant il faut s'arrêter. Voilà, tout le monde est mal à l'aise en fait. Je vous évite la fin de sa métaphore qui est affreuse et qui mentionne bien évidemment le fait que pour faire des enfants, il faut outrepasser le consentement de sa femme. Et je vais aussi d'ailleurs vous éviter les déclarations horribles que le monsieur faisait à l'époque pour soi-disant faire parler d'un de ses films et choquer les gens. Si je fais une parenthèse, c'est parce que je pense que c'est tout de même important de ne pas idéaliser Jodorowsky, même si aux premières apparences, le monsieur a l'air très sympathique. Je vous invite donc à vous renseigner de tout ça par vous-même, mais je dois avouer que j'en parle parce que c'est quand même un truc qui m'a vachement déçu, sachant que au cours du documentaire, tout est axé en fait pour qu'on commence à bien aimer le personnage de Jodorowsky, et puis il y a ça qui arrive. Ce qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est l'aspect quasi divin imprégné dans le projet. Ce n'est pas simplement la création d'un film, mais plutôt une quête pour accomplir une mission divine, avec l'objectif de rassembler non pas une équipe technique, mais comme il l'exprime, une équipe de braves guerriers. Toute l'importance de ce Dune semble presque aller au-delà de ce que l'espèce humaine peut comprendre pour Jodorowsky, comme par exemple ce Flash nous l'indique, un Flash qui vient à la tête du réalisateur pour adapter une œuvre qu'il n'a d'ailleurs pas encore lue, mais dont il sait qu'elle doit être mise à l'écran, comme pour mener à bien une prophétie. Et c'est quelque chose qu'on ressent pas mal dans le documentaire, dans sa façon qu'il a de s'exprimer et d'expliquer ce qu'il a mis en place. Et bien que, allez, on va pas non plus être totalement stupide, on peut imaginer que son récit sur la création de son Dune est probablement embelli, et que bon, il n'a peut-être pas réellement vu un dieu en rêve lui disant de l'adapter, ça reste, comme le souligne l'article de première, l'histoire d'un gourou dont la secte se plante. Et l'ironie est bien présente lorsqu'on considère que Dune est une œuvre où les thèmes religieux sont omniprésents, mais également une critique des sectes et du complexe messianique, comme j'ai pu le dire au début. Un complexe que Jodorowsky semble adopter pleinement en se prenant littéralement pour un prophète, celui qui a comme destin de révolutionner le cinéma de son ambition, qu'il est le seul à pouvoir comprendre. L'échec du projet de Jodorowsky aurait été en partie la faute de quelqu'un d'extérieur selon Mobius, l'illustrateur, on le rappelle, du storyboard et dessinateur français, qui en 2010 va mettre un nom sur une des possibles causes selon lui de la non-création du film. Un producteur italien du nom de Dino De Laurentiis. Well, how come the movie never happened? What happened? I think that because Dino De Laurentiis wanted the movie since the beginning, and he tried hardly to buy the rights to Frank Herbert. Yeah. And Frank Herbert, I don't know why, he didn't want to sell... Maybe he thought it was the mafia or something like that. He didn't want to sell the rights to Dino De Laurentiis. Yeah. And so Dino De Laurentiis was, I will have it, you know. And he got it, didn't he? He got it, you know. I think we were working in Paris in that project, and Dino De Laurentiis was running away all in Hollywood saying, never buy that project, they will ruin Hollywood, you know, those damn French people. So when Jodorowsky came to sell the project, they had nothing. Bon, alors à mon avis, sabotage ou pas, ce film n'aurait, je pense, jamais été accepté. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ce Dino De Laurentiis a récupéré les droits pour faire un film Dune. Et il a d'ailleurs inclus Frank Herbert à celui-ci, rien que ça. Qui de mieux placé pour adapter ce mastodonte au cinéma que l'auteur lui-même. Frank Herbert écrira un premier scénario de 175 pages, ce qui équivaut à peu près 3 heures. 3 heures où Herbert a essayé de faire tenir toute l'action de son roman en un film. Un réalisateur a été embauché d'ailleurs, et il s'agit d'un petit gars pas hyper connu quoi. Ouais, vraiment, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle genre Ridley Scott, un truc comme ça. Vraiment, je pense que lui il va percer lui. Et il lira le script d'Herbert, qu'il n'aimera pas. Tout simplement. Il va donc réessayer, et cette fois-ci, il y a Ridley qui va mettre d'autres personnes au script. Donc on y va, on réécrit jusqu'à trouver un bon scénario, pas un trop ambitieux comme Jodorowsky, mais pas non plus un script qui va trop vite ou survole trop l'intrigue. Plusieurs versions ont été proposées, il y en a d'ailleurs une qui a assez choqué Herbert, puisqu'à un moment, il y a juste un des scénaristes qui a pété un plomb et qui a mis des relations sexuelles entre Paul et sa mère Jessica, J'ai incorporé des scènes érotiques entre Paul et sa mère. J'ai senti qu'il y avait toujours eu une attirance oedipienne latente, mais très forte entre eux. Et je l'ai poussé un peu plus loin. Cela a été placé au milieu du film, rendant peut-être Paul encore plus héroïque pour avoir brisé un code interdit. De la javel, s'il vous plaît, pour mes yeux.
Bon, et du coup, finalement, après des longs et des longs mois, un script sera jugé comme pas trop dégueu. Donc hop, on y va, on a un film à faire, hein, et De Laurentiis va décider de tourner le film au Mexique, parce que sinon, au niveau du budget, ça va pas le faire. Sauf que c'est à partir de là que ça va coincer, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est les désaccords sur les lieux de tournage entre Ridley et Dino De Laurentiis. Ridley, lui, il était pas hyper chaud de tourner à Mexico, jugeant que c'était bien trop miteux et malfamé. La deuxième raison, elle, c'est le fait qu'à ce moment-là, Ridley Scott était quand même en deuil de son frère qu'il avait perdu des suites d'un cancer. Et alors qu'on semblait toucher au but, presque tout était bon, Dune tombe à l'eau. Et c'est à ce moment-là que sera approché un réalisateur qui venait de sortir un film qui a fonctionné du feu de Dieu, du nom d'Elephant Man, qui est tellement populaire qu'il a été approché par George Lucas pour réaliser le troisième et dernier film Star Wars de la trilogie originale. J'ai nommé David Lynch. Curieux, il va alors lire le livre après avoir reçu la proposition, et le choix sera presque logique pour Lynch. C'est absolument génial et il veut absolument réaliser un film Dune. On repart alors une nouvelle fois au chantier, mais cette fois-ci avec de plus grandes ambitions. Avec ce film, notre bon vieux Dada veut faire une saga épique, aussi épique que la Guerre des Étoiles, mais en plus mature. Des scénarios seront écrits, jetés, réécrits, et après 3 ans et demi de travail à travailler 6 jours par semaine sur le projet, un film Dune a totalement terminé sa production. Enfin putain, on y est, regardez les gars, on a fait le plus dur, le scénario il a été écrit, le film il a été tourné, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Regardez, en plus le film il dure pas 50 ans, c'est quand même aussi un film qui a coûté beaucoup d'argent, à cette époque-là c'était quand même 40 millions, une somme que pas tous les films de l'époque pouvaient se permettre d'avoir. Donc du coup, elle est où la douille ? Enfin, s'il y en a une, hein. Parce que s'il y en a pas une, on vient quand même de briser une sacrée malédiction. Celle de Dune qui est je prends ma fourchette. Celle de Dune qui est inadaptable aux yeux de tous. Déjà, avant de parler du film et de sa réception, faut savoir qu'à la base, Lynch, son montage, il durait un peu plus de 4 heures. Mais Universal, il s'attendait plus à un film de 2 heures max, quoi, tu vois, un truc dans ces eaux-là. Donc bon, il va falloir couper des scènes, rajouter des voix off, parce qu'on a clairement pas le temps de tout traiter en fait. Allez, vas-y, c'est pas grave, on reste confiant. Dans les interviews promo, Lynch il est content, tout le monde est content, et le film il sort. Alors du coup, est-ce qu'on est content ? On n'est pas content. Ah non. Le film est une véritable catastrophe. Le Dune de Lynch, c'est des bonnes idées perdues au milieu de plein d'autres mauvaises. Le tout mélangé à un film qui, passé sa première partie, n'est rien de plus qu'un vide abyssal, au rythme à la fois hyper lent dans les moments inutiles et très rapide dans les moments qui narrativement peuvent apporter de la consistance aux personnages et aux enjeux du film, survolant tous les événements d'une façon assez phénoménale. C'est-à-dire que ouais, on se fait chier, mais des fois t'as quand même des petits élans d'espoir comme ça, en mode ah, alors peut-être que là il va y avoir un intérêt ou quoi. Et puis en fait le film, il se rappelle qu'il a pas le temps de développer ce qu'il veut, donc on se fait vite très chier à nouveau. Voilà, c'était mon ressenti dans une poésie assez rare, j'espère que vous l'avez kiffé. Mais en tout cas, la majorité des avis de l'époque sont d'accord sur un point. C'est un échec, un ramassage de gueule qui fait mal au cœur quand on voit toutes les possibilités qu'il peut y avoir pour faire quelque chose de bien. C'est une bonne grosse bouse que même le magnifique crâne chauve et luisant de Patrick Stewart ne pourra pas sauver. Pourtant, c'était pas forcément mal parti, le film avait réussi un bon démarrage avec 6 millions de dollars au box-office lors du premier week-end, mais ça va très vite chuter. Et au total, le film réussira à rapporter que 30 millions de dollars en tout, pour un budget qui, on le rappelle, se situe entre 40 et 45 millions de dollars. On se retrouve avec au final un produit qui aura fait perdre plus de 10 millions de dollars si on compte que le budget du film, venant donc en fait confirmer une croyance qui était déjà bien installée, Dune est inadaptable. Alors que pourtant, Frank Herbert, lui, l'auteur du coup de Dune, n'avait pas eu des critiques aussi négatives au moment de la sortie du film. J'ai apprécié le film même s'il a été coupé. Je suis d'avis que le film de David sur Dune restera vivant et bien vivant pendant longtemps. Au final, il a pas eu si tort, parce qu'aujourd'hui, malgré tout ça, comme je l'ai dit, le film en vieillissant a commencé à avoir une meilleure réputation auprès des gens, mais ne réécrivons pas non plus l'histoire, la majorité est toujours d'accord pour le dire. Ce n'est pas un bon film. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une bonne adaptation. Après, voilà, sur d'autres aspects, il a été acclamé, il a même été nominé aux Oscars en 85 pour meilleur son, mais David Lynch, lui, de son côté, sera quand même totalement dégoûté par son Dune. Et ce, pendant un long moment, parce que même en 2021, quand sortira le Dune de Villeneuve, il n'ira tout simplement pas le voir, tant l'expérience l'a marqué négativement. En 1988, lorsqu'une version destinée à la télé de son Dune sera faite, il fera retirer
tiré son nom du générique, empruntant le fameux pseudo Alan Smithy, pseudo que le réalisateur utilise lorsqu'ils ne veulent pas associer leur nom à un film dont ils ne sont pas fiers. Universals ont donc massacré son film, des gens qui avaient un œil sur le projet en ont d'ailleurs parlé. Lynch s'est occupé par lui-même de couper des séquences, alors qu'il avait encore les larmes aux yeux. Donc Dune était peut-être pas un si mauvais film au départ, mais une fois de plus, les studios ont pris le pas sur l'artistique et ont décidé de défigurer le projet. À partir de là, Dune au cinéma, c'est mort. En 2000, une mini-série sur Dune sortira, une série que je n'ai pas vue mais qui apparemment a eu de meilleures critiques que le film de Lynch, et il faudra attendre plusieurs années que le cinéma et le spectateur évoluent avant qu'un nouveau projet d'adaptation sérieuse de Dune puisse à nouveau apparaître en 2008. C'est Paramount qui va récupérer les droits et qui, en vrai, va juste perdre de l'argent dans cette histoire. Ils ont mis pas mal de thunes dans l'obtention de droits pour 4 ans de stagnation, c'est-à-dire qu'ils ont à 2 reprises trouvé des réals, écrit des scénarios, mais au final, rien ne s'est fait, et les droits, ils ont expiré. Voilà, merci à Paramount pour son super tuto comment perdre des thunes. Je dois avouer que celui-là, il était plutôt efficace. Et puis un jour, une déclaration va faire revivre l'espoir d'enfin pouvoir voir un film Dune, mais cette fois-ci un film qui soit réussi. C'est lors d'une interview de Denis Villeneuve par Variety qu'il va se passer ceci. Arrival est votre premier film de science-fiction et vous en réalisez déjà un autre. Je voulais faire de la science-fiction depuis très longtemps. À vrai dire, je rêve aussi depuis longtemps d'adapter Dune, mais c'est un long processus d'obtention des droits et je ne pense pas pouvoir y parvenir. Il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'après cette déclaration, Denis Villeneuve soit approché par un certain studio, une société de production, Legendary Entertainment, qui a acheté les droits pour adapter Dune plus tôt dans l'année. Et le résultat, on le connaît. Denis Villeneuve va adapter Dune, mais éviter les pièges qui ont fait foirer les précédentes adaptations. Déjà, il va diviser l'intrigue du roman en plusieurs parties et ainsi prendre le temps nécessaire pour ne pas négliger l'histoire. Je vais pas parler de Dune partie 2 ici, trop récent et surtout j'ai pas encore eu le temps de le voir, honte à moi. Mais en tout cas, le premier, qui est plus ou moins une introduction à l'univers et une origin story à Paul Atreides, est quand même vachement sympa. Le scénario est bon, le casting aussi, la réal, on va pas en parler, et le rythme prend son temps. Alors, c'est ce qu'on pourrait d'ailleurs lui reprocher, on pourrait peut-être dire qu'il est trop lent, mais c'est une lenteur qui sert. Elle y installe une ambiance qui permet à la fois d'avoir un côté très contemplatif, et donc de mieux s'adapter à l'univers, ses lieux et ses paysages qui sont magnifiques, mais c'est également ce qui permet aux événements et aux personnages d'être développés de la meilleure des façons possibles. Personnellement, ça a fonctionné, mais je vais pas rester que subjectif, parce que c'est pas qu'avec moi que ça a fonctionné. Il a rapporté au total avec sa première partie 434,8 millions de dollars au box-office, pour un budget qui lui est de 165 millions. Donc autant dire qu'il a suscité de l'engouement, il a été aussi acclamé par la critique en étant nominé dans 10 catégories aux Oscars, dont l'Oscar de la meilleure adaptation, et en tout il en gagnera 6. Meilleur montage, meilleurs effets spéciaux, meilleure bande originale, meilleur son, meilleure photographie, meilleur décor, ça fait beaucoup, et au vu de la réception du deuxième métrage, ce serait pas étonnant de le voir rafler quelques statuettes dès l'année prochaine. Donc oui, le Dune de Denis Villeneuve est en passe de devenir une référence de la science-fiction moderne. Il sait ce qu'il fait, il le fait très bien, et honnêtement, ça serait pas déconnant qu'avec le temps, ça puisse devenir des films dits cultes. Seul l'avenir nous le dira de toute façon, mais avant d'arriver là, la prochaine fois que vous voyez soit le premier, soit le deuxième film Dune de Denis Villeneuve, repensez à toute cette vidéo et à tout le chemin laborieux qu'il a fallu traverser pour en arriver à un tel résultat. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais parler de Dune, mais je savais pas comment en fait. Au début, j'étais vraiment parti dans un mood d'essayer de décrypter un peu les messages du roman. Ça, je pense que ça peut être hyper intéressant, mais plus pour vraiment une vidéo que j'aurai le temps d'écrire, qui peut-être prendra plusieurs longs mois d'écriture. C'est pas un truc que je voulais faire à l'arrache, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter. Et si jamais vous voulez rater aucune autre prochaine vidéo, promis, je vais essayer d'accélérer le rythme en proposant des plus petites vidéos entre les grosses. N'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Et si vous voulez suivre mon actualité, il y a mon Instagram, bien sûr, qui s'affiche. Et voilà, quoi. Sur ces belles paroles, moi, j'ai plus qu'à vous dire encore merci. Et à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao. Des formes géométriques étranges, presque hypnotisantes. Une musique inquiétante dans une atmosphère qui l'est tout autant. C'est une des manières les plus courantes de décrire un des premiers mystères vidéoludiques parmi les plus importants.